Est-ce que par hasard j'aurais encore lu les favoris des Booktubers? Ouais, j'ai fait ça. Je suis zéro originale pour choisir mes lectures. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans cette deuxième vidéo de ma série Je lis les favoris des Booktubers. Cette fois-ci, je me suis intéressée aux Booktubers français, je pense qu'ils sont tous français, et j'ai allègrement pioché dans l'énorme liste que je m'étais faite et que je vous avais présentée dans cette vidéo. Je viens d'accrocher quelque chose. Vous vous rappelez qu'en début d'année, j'avais épluché tous les tops et que je m'étais créé des critères divers et variés, voire même un peu aléatoires, et que j'avais sélectionné plusieurs Booktubers dont les goûts ressemblaient aux miens, dont la liste comportait des titres qui me tentaient. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 livres, mais de 4 Booktubers ennemis. C'est pas clair, hein? Je sais que c'est pas clair, mais on va y aller et vous allez comprendre tout de suite. Ah oui, mais avant, n'oubliez pas un like, un abonnement, ça fait plaisir à l'algorithme et à moi aussi par la même occasion. La première liste dans laquelle j'ai pigé, c'est celle de Margarito. Mais vous allez voir, le livre que j'ai choisi était aussi dans la liste de Eve Lecture, ça c'est le point 5, et de Jeannot, mais elle c'est un 1, vous allez voir après. Je sens que je suis pas claire. Bref, dans la liste de Margarito, ce que j'avais noté, c'était Pénitence de Eliza Clark, Le livre de la sage-femme sans nom de Meg Ellison et Boucher de Joyce Carol Oates. Si vous avez suivi les tops des différentes personnes, je pense que vous avez une petite idée de ce que j'ai choisi. Si vous me connaissez un petit peu aussi, c'est assez évident là, ce que j'allais choisir là-dedans. Mais je vous laisse écouter Margarito et je reviens plus tard. C'est un peu mon diptyque sacré de 2025, le livre de la sage-femme sans nom de Meg Ellison. J'ai fait une opération de propagande de grande ampleur, tellement ces deux romans m'avaient plu. Et ces deux livres qui n'ont, pour ainsi dire, pas grand-chose en commun, si ce n'est que dans les deux cas, on se trouve dans de la science-fiction. Voici donc un roman qui était sur de nombreuses listes en français cette année, et pourtant c'est un roman qui a été publié en 2014. C'est presque aussi weird que de voir refleurir partout Moi qui n'ai jamais connu les hommes de Jacqueline Hartmann alors qu'il a été publié dans les années 90. Je trouve que ce sont deux romans post-apo, féministes qui ont été écrits il y a un petit bout de temps et qui ressortent maintenant. C'est cool, surtout que celui-là, j'ai adoré ça également, je l'ai trouvé excellent. Bon, la vie me prouve que je fais beaucoup trop de grands sparages avec mes mains parce que je me suis pété un ongle sur mon micro qui est là. Mes mains devraient pas se rendre jusqu'à mon micro. Ça va me gosser d'ici la fin de la vidéo. Je le sens. Et comme mon micro est beaucoup trop sensible, vous allez attendre des... Parce que je vais gosser sur mon ongle. Faut que je me retienne. Il faut que je me retienne. On a quand même besoin d'un petit moment pour entrer dans ce roman-là. Au début, ça commence vraiment tout doucement. On a notre personnage principal, la sage-femme sans nom. Je l'ai lu en anglais, fait que ça se pourrait qu'il y ait des termes qui soient pas parfaits, ok? Il y a eu une fièvre. Cette fièvre-là, elle a disséminé la population mondiale, je pense 98%, mais encore plus les femmes et les enfants. Donc, le ratio homme-femme, il est comme ça. Alors, vous pouvez vous imaginer que, bon, ça va pas si bien que ça pour les femmes. En plus de ça, tous les enfants arrivent mort-nés. Les enfants n'ont pas beaucoup survécu non plus à cette pandémie-là. C'est un monde où tous les systèmes ont lâché. C'est souvent la loi du plus fort. Et notre personnage principal, qui était sage-femme, va tenter de faire ce qu'elle peut, mais elle se rend vite compte que pour survivre dans ce monde-là, en étant une femme, c'est complexe. Donc, elle va se travestir en homme pour une grande partie du roman. Et cette perspective-là, c'est-à-dire qui elle est et comment on l'aperçoit, ça crée vraiment une dualité qui est intéressante. Tous les personnages qui peuplent le roman essaient de survivre comme ils peuvent. Ils sont tous en deuil du monde qu'ils ont connu. Ça reviendra pas. Et comme il n'y a plus de bébés qui peuvent naître, ils voient venir un peu la fin de l'humanité. Ils savent plus trop comment se positionner par rapport à ça. Il y en a qui trouvent assez rapidement. Il y en a d'autres pour qui c'est vraiment plus difficile. Et on va suivre notre personnage principal pendant plusieurs années. On va la voir tenter de se débattre dans cette situation-là. Elle essaie de se tenir loin des gens, mais des fois, elle n'a pas le choix de créer des liens. Et c'est quand même intéressant de voir à quel point les perspectives, à quel point les façons de voir les choses peuvent différer, même quand ils vivent à peu près la même chose. On s'entend, il y a à peu près tous les trigger warnings possibles dans ce roman-là. Notre personnage principal va évoluer, elle n'aura pas le choix de s'endurcir, elle va faire des bons choix, d'autres moins bons. Elle va finir par arriver quelque part. Elle va rencontrer d'autres femmes, elle va tenter de leur sauver la vie par de la contraception parce que souvent ils meurent en couche en plus. Et imaginez l'horreur de la chose parce que non seulement il n'y a plus de médecine de pointe, mais souvent ils savent pas c'est qui le père parce que c'est ça.
Certaines femmes sont utilisées, il y en a d'autres qui vont réagir totalement autrement. Elle va se retrouver à un moment donné dans une communauté de Mormons, comment ça s'appelle? Seventh-day Adventist? On va voir leur réaction à eux par rapport à leurs croyances. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai aimé la fin. J'ai aimé le côté un peu légende qui ressort. Bien entendu, c'est féministe, mais on a un personnage principal queer qui reste telle qu'elle est malgré la fin du monde, là. C'est dur, ça fait peur parce qu'on peut parfaitement s'imaginer que ça pourrait se passer comme ça. Et pour moi, c'était un très bon moment de lecture. J'ai mis 4.5. J'ai vu que c'était le premier tome d'une trilogie. Est-ce que j'ai besoin de lire les autres tomes? Non, parce que quand même, on fait une longue période de temps, puis j'ai l'impression que les autres tomes, ça va se passer vraiment plusieurs années plus tard. Et je trouve que ce roman-là se suffit à lui-même et j'ai le goût de clore cet épisode-là sur cette bonne note. Donc oui, j'ai adoré et je le recommande. On continue avec Antastésia. J'avais choisi 3 livres dans sa liste. Il y en avait un qui me tentait vraiment moins, puis c'est lui que j'ai lu. Posez pas de questions. Donc, ce que j'avais présélectionné, c'était La paix des ruches de Alice Rivas, Le désastre de la maison des notables de Amira Guénin, que j'avais et que j'ai toujours, parce que ce n'est pas ce que j'ai choisi. J'étais certaine que c'est ça que j'allais lire, mais non. Même à moi-même, les méandres de mon esprit sont inexplicables. Et finalement, j'avais également repéré La décharge de Béatrice Bex. On va aller voir ce que j'ai choisi. 2 livres d'Alice Riva, La paix des ruches, dont je vous ai déjà parlé. C'est une autrice qui vient de Suisse, du XXe siècle, que j'ai absolument adorée. Dans La paix des ruches, moi, ce que j'ai aimé, ce sont les thématiques, le style. C'est vraiment intéressant. C'est un style très psychologique, mais d'une façon assez différente de ce qu'on entend d'habitude quand on caractérise un style par cet adjectif, je trouve. Il y a une forme de retenue, de distance, un côté synthétique, mais en même temps qui ne fait pas superficiel. J'ai trouvé que c'était intéressant et que c'est un livre qui marque, quoi. Enfin, vraiment. Le roman que j'ai choisi dans la liste d'Antastésia, c'est bizarrement absolument pas celui que je croyais que j'allais lire. Mais imaginez-vous que je suis tombée dessus dans la bibliothèque d'une de mes amies. J'ai dit c'est un signe. Donc j'ai lu La paix des ruches de Alice Rivas, ou Riva, c'est une autrice suisse, je sais pas du tout comment on prononce son nom, c'est une autrice qui écrit surtout au milieu du 20e siècle, je crois. En tout cas, ce roman-là date de 1947. Vous savez que j'aime beaucoup découvrir les autrices femmes qu'on avait un peu oubliées, surtout au 20e. On dirait que leurs écrits ressortent juste maintenant, ce qui est très bien, mais ça aurait été cool de les connaître avant parce qu'il y avait vraiment quelque chose dans cette plume-là. Moi, j'ai vraiment aimé la façon d'écrire, la précision avec laquelle elle réussit à décrire les sentiments, sans que ça devienne pour autant sirupeux. C'est pas du tout ça. On a quand même une distance, mais elle réussit à les mettre le doigt sur le petit truc, en fait, qui fait qu'une relation est ce qu'elle est. L'histoire s'ouvre donc sur notre personnage principal qui nous dit qu'elle n'aime plus son mari. Elle est mariée, il est presque jamais là, ça fait son affaire, mais dans sa situation, elle a comme pas vraiment le choix. Elle s'est pas gênée pour aller voir ailleurs. Lui non plus, je pense pas. Et même si elle est loin d'être une adolescente, elle cherche un sens à sa vie, du moins à ce que sa vie est devenue, même s'il n'y a plus de passion, même si elle réalise qu'elle a beaucoup d'entraves entre son travail, son mari, elle n'a pas d'enfant, mais elle re-questionne beaucoup de choses et elle va surtout jeter un regard très lucide sur les relations hommes-femmes, mais aussi sur les relations entre femmes, c'est-à-dire celles qu'elle a avec certaines de ses amies, certaines de ses collègues de travail, et des fois sa façon de penser, ça peut surprendre. C'est pas un roman d'histoire, c'est-à-dire que j'aurais de la difficulté à vous dire on part du point A et on va au point B, mais c'est vraiment le personnage principal qui se questionne sur la vie et sur ce qu'elle est, mais c'est très ancré dans son époque, c'est féministe pour l'époque et c'est ça que je trouve hyper intéressant. C'était quoi être féministe à cette époque-là? C'était quoi être d'avant-garde en 1947? C'était quoi les idées qui étaient peut-être un peu too much? Et quand on regarde ça avec nos yeux d'aujourd'hui, on dit « Ok, on a fait un bon bout de chemin, on est ailleurs. » Mais pas tout le temps. Il y a des fois qu'on fait « Ok. » Mais il y a d'autres fois où on se dit que la conversation, on pourrait l'avoir aujourd'hui et elle aurait encore tout son sens. Il y a la toute fin que j'ai trouvée particulière. En fait, je m'attendais pas à ce que ça aille là.
Faites, hein? Ça sort d'où tout ça? Mais si vous aimez les trucs féministes bien écrits, je vous le recommande, surtout si lire sur cette période-là vous plaît. Donc oui, c'était une fort bonne lecture. Je dirais que ça va être un 4 étoiles. Maintenant, on poursuit pour vrai avec Jeannot ce livre. Dans la liste de Jeannot, j'étais tentée par Victorian Psycho de Virginia Fato, le livre de la sage-femme sans nom de Meg Ellison et La langue des choses cachées de Cécile Coulon que j'avais choisi à cause du mot langue. Ben, savez-vous quoi? J'ai rien pris de tout ça. Je suis allée piocher ailleurs dans sa liste de favoris et j'ai lu Les Bien-Aimés de Anne Napolitano. C'est la version française de Hello Beautiful qui avait tourné beaucoup sur la blogosphère et la booktubosphère anglophone l'année passée ou l'autre d'avant. Et ben, il me tentait. Fait que j'ai dit, ben, pourquoi pas? Je sais pas pourquoi il me tentait pas quand j'ai regardé la vidéo, je sais pas. Bref, on laisse la place à Jeannot et moi je vous dis ensuite ce que j'en ai pensé. C'est l'histoire des 4 sœurs Padavano. C'est une famille d'origine italienne qui vit aux États-Unis. Et un jour, l'une d'entre elles, Julia, va avoir un petit ami. Il s'appelle William, et lui, il vient pas du tout d'une grande famille avec beaucoup d'amour, beaucoup de rire, etc. Et donc on va découvrir son histoire, mais aussi l'histoire de ses 4 sœurs. D'un côté, on a Sylvie, elle rêve grand, elle a toujours un livre dans les mains. Cecilia, c'est l'artiste. Emmeline, elle est là pour prendre soin d'elle. Et il va se passer quelque chose de très particulier, c'est que William, ça va pas trop dans sa famille et il va avoir besoin de parler de certaines choses. Et plutôt que d'en parler à sa petite amie Julie, il va en parler à Sylvie. Franchement, ce livre, il m'a terminado pipo, il m'a fait énormément pleurer, c'est un livre incroyable, il m'a bouleversée. Entendons-nous tout de suite, ce n'est pas le roman que j'avais choisi de lire dans la sélection de Jeannot. En fait, elle avait aussi le livre de la sage-femme sans nom, dont j'ai parlé après ou dont je vais parler tout à l'heure. En fait, je vais essayer de le mettre avant, ça serait brillant. Sinon, je m'auto-spoil. Bravo, Karine. Je suis donc à la moitié de Les Bien-Aimés de Anne Napolitano. C'est la traduction française de Hello Beautiful. On l'avait vu beaucoup l'année dernière sur la booktubosphère anglophone. Et mon amie, comment elle a fait pour me convaincre? Elle a dit c'est un hommage aux 4 filles du Dr. March. Alors moi, j'adore les réécritures ou les hommages, donc good, je l'ai pris. Et bon, je sais pas encore. Oui, c'est un hommage, mais c'est un hommage lointain. On a 4 sœurs, on a un homme qui arrive dans cette famille-là, on a un père qui est absent pour d'autres raisons que dans Little Women. Et Rose, la matriarche, n'a rien d'une Mrs. March. C'est rien. Même les personnalités des 4 sœurs, c'est pas tant ça non plus. Et même l'histoire, c'est pas tant ça. En fait, la ressemblance, c'est qu'il y a 4 sœurs. Si je fais un lien avec Blue Sisters de Coco Mellers, qui nous raconte également l'histoire de 4 sœurs, à date, j'aime mieux Blue Sisters. Vraiment, je trouve ça mieux écrit. Je trouve qu'on nous montrait davantage les choses au lieu de nous les dire. Je trouve que ça parle plus du deuil également. Là, ça raconte une histoire de sœurs. Ces 4 sœurs-là, c'était un package deal. On les rencontre quand l'aînée Julia rencontre William, qui est le personnage masculin principal. C'est un enfant qui a été négligé par ses parents pour X, Y raisons. Il était pas bonnes les raisons. Il n'y a jamais de bonnes raisons, mais là, particulièrement. Et Julia, c'est une femme d'action. Elle sait ce qu'elle veut et elle veut William, mais est-ce qu'elle veut réellement William pour qui il est vraiment ou pour ce qu'elle voudrait qu'il devienne? On commence comme ça. Les 100 premières pages, c'est quand même assez long à décoller. On est plus sur William et Julia. La dynamique avec les autres sœurs, elle va s'établir petit à petit. Puis c'est assez long avant qu'on les connaisse aussi, parce qu'on met en avant un trait de leur personnalité, puis le reste, la complexité derrière, on le voit arriver vraiment plus tard. Puis il faut être attentif quand même, là. William, c'est un homme qui a été brisé et son passé va ressurgir un peu et mettre toute cette belle cohésion familiale à l'épreuve. Là où j'en suis, ça va déjà pas tant bien. Est-ce que j'apprécie ma lecture? Oui, j'apprécie ma lecture. Je veux savoir ce qui va arriver. J'ai un doute. J'avoue que j'ai un doute, surtout parce que je me dis que c'est une réécriture des 4 filles du Dr. March. Il va falloir que ça ressemble à un moment donné, là. Plus je lis, plus je trouve que l'histoire est addictive. Et moi, toutes les histoires de fratrie, les histoires de sœurs, les dynamiques familiales, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, oui, pourquoi pas. On va continuer et je vous reviens plus tard pour vous dire ce que j'ai pensé de la fin du roman. Mais tu sais, c'est pas une écriture qui est là. Des fois, il y a certaines figures de style, je dis ah oui, quand même. Mais bon, c'est un détail.
Je me suis baladée comme ça toute la journée, là, et là, je viens de réaliser que mon collet, il roule. On s'entend, moi puis le fer à repasser, on n'est pas des amis. Mais bon, j'ai terminé Les Bien-Aimés de Anne Napoletano, et finalement, je dirais que c'est un genre de 3.5. Par contre, c'est un roman que je pourrais recommander à énormément de gens. Ça traite de thèmes qui sont assez universels, c'est-à-dire la famille, la sororité, le trauma, la santé mentale. C'est des thèmes qui parlent à énormément de personnes. C'est un texte qui est accessible aussi. Tu sais, il se passe des choses dans le livre. C'est pas juste une étude de personnages, même si les personnages sont importants. Pour le côté retelling des 4 filles du Dr. March, il y a certains aspects. Certes, mais c'est très loosely based, là. C'est plus un hommage. Je dirais que c'est un hommage plus qu'une réécriture. Si j'ai trouvé le début un petit peu long, après ça, on commence à comprendre. Les personnages prennent un peu de complexité, mais ce que je reproche surtout au texte, c'est qu'on nous dit beaucoup de choses au lieu de les montrer. Je pense que je le dis dans l'extrait d'avant, mais c'est vraiment ce qui a pris beaucoup de place pour moi et qui m'a empêché de mettre un 4 étoiles. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose en profondeur, en qualité littéraire, et je suis pas mal certaine que c'est à cause de ça. Pourtant, on a des personnages qui sont complexes, des personnages qui ont souffert, qui prennent des décisions discutables, et il n'y a pas de mauvais dans l'histoire. Pourtant, c'est tout en zone de gris, là, il n'y a rien de clair. Tu sais, des fois dans la vie, on s'engage dans d'étranges chemins, et quand on regarde ça, par après, on dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai pu en arriver là? » Et d'un autre sens, tu dis, mais je le regrette pas parce que c'est là où il fallait que j'arrive, mais oh boy. Disons qu'il y a certaines actions qui défient certains tabous. On va dire ça de même. C'est un texte qui a un côté très mélancolique, très nostalgique. On sait que tout le bonheur du début ne va pas durer. On a tendance à le regarder comme on regarderait un album photo. T'sais. Ah, c'était comme ça. Ah, là, ça allait bien. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'aime. Donc ça m'a plu. Mais bon, c'est un livre 3.5. Bon moment. Sur le thème des relations entre sœurs, moi, j'ai préféré Blue Sisters, mais c'est beaucoup plus lent et il se passe beaucoup moins de choses. Donc, je comprends que les deux puissent plaire à deux types de lecteurs différents. Et voilà, et ça finit ma chronique. Et on va retourner à Moi du futur. Dernier Booktober à faire partie de cette vidéo, il s'agit de Flowfly. Oui, je sais, ça fait juste 4 Booktober. Habituellement, j'attends d'en avoir 5. Mais là, j'ai lu 2 livres de ses favoris. Donc, je me suis dit que ça comptait. Puis, je pars en voyage bientôt, donc il faut que mon tournage soit fait. J'ai comme pas le choix. Sinon, je le ferai jamais. Donc, Flowfly avait adoré Lever de soleil sur la moisson de Susan Collins, L'art de perdre de Alice Zeniter et une bande dessinée de Pénélope Bagieux et Lola Lafont qui s'appelle La nuit retrouvée. On va commencer par le premier. C'est L'art de perdre de Alice Zeniter. C'est l'histoire d'une famille algérienne sur 3 générations. Donc il y a la guerre d'Algérie, l'arrivée en France et l'époque actuelle, contemporaine, plus ou moins en fait. Et on va suivre donc ces 3 époques et je trouve que c'est un très beau portrait très accessible et de la relation franco-algérienne en filigrane évidemment parce qu'on est aussi dans ces histoires de famille, ça mêle parfaitement la petite histoire à la grande histoire, c'est une belle fresque familiale, donc vraiment un gros coup de cœur pour L'art de perdre de Alice Zeniter. Il me fallait donc la recommandation de Flowfly et de mon amie Laurence dans la même semaine pour que je me décide à lire L'art de perdre de Alice Zeniter. J'avais déjà tenté l'autrice il y a 1 an et demi peut-être avec Frapper l'épopée qui ne m'avait pas vraiment convaincue. On se rassure, j'ai vraiment beaucoup mieux aimé L'art de perdre, même si les deux parlent d'un personnage principal qui cherche ses racines. Ici, on va rencontrer Naïma, je viens de botter le trépied de ma caméra. Naïma, elle est née en France, mais son grand-père a immigré d'Algérie en 1962. Et ça parle pour les gens qui connaissent l'histoire d'Algérie. Parce que son grand-père, il a fui, il n'avait pas le choix, il a collaboré avec les Français. Sa vie était en jeu, celle de sa famille également. Bref, sa famille, elle n'avait pas le beau rôle pendant la guerre d'Algérie. Naïma, l'histoire de sa famille, elle ne la connaît pas. Ce qu'elle a reçu en héritage, c'est un silence très pesant. Le grand-père, il voulait pas parler, le père non plus. Tout ça, c'est ancré dans une grande souffrance et elle voudrait être algérienne. Elle ressent ce besoin-là, mais elle connaît rien, elle sait rien de l'histoire. Elle ne se sent pas algérienne non plus. Et l'autrice va nous raconter l'histoire des 2 générations précédentes pour en arriver finalement à elle, comprendre qui elle est et qu'est-ce qu'elle veut aller chercher en Algérie. On a donc 3 parties. Pour moi, les 2 premières ont été supérieure à la dernière qui est un petit peu moins intense selon moi, c'est-à-dire l'histoire de Naïma. Mais les 2 premières parties, c'est-à-dire l'histoire du grand-père Ali et de son fils, j'ai oublié le nom du fils, mais son nom commence par un H, c'est le père de Naïma. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire de l'Algérie, de la guerre d'Algérie, je ne la connais pas
tant que ça. Ce que je sais, c'est ce que j'ai lu dans des livres et certaines discussions que j'ai eues avec des amis. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que comme dans tout conflit, l'histoire elle a été écrite par les gagnants d'un côté comme de l'autre. Et qu'au début de la révolte, c'était pas aussi simple que ça. Qui étaient ceux qui ont fait la révolution? Comment ils s'y sont pris? Il y a beaucoup de gens qui avaient peur, qui étaient pris en sandwich entre les deux. Ali, il était riche parce qu'un jour, il avait trébuché sur un pressoir pour presser les olives dans... Olive. Oh, lectrice ici. Olive dans une rivière. Puis lui, ben, ce qu'il voulait, c'était protéger sa famille, protéger ses acquis. Puis à un moment donné, dans le roman, il dit, mais qui était contre la révolution? C'était pas ça. Bref, on passe du temps en Algérie, on voit comment les positions vont se définir, comment ça va influencer les relations, comment les choses vont changer petit à petit. On voit les rivalités, on voit les rancœurs, on voit toutes les injustices et surtout quand on arrive en France parce qu'ils n'ont pas le choix, ils se ramassent dans des camps. Et c'est quand même assez terrible parce qu'ils ont aidé les Français là-bas, mais là, maintenant qu'ils sont rendus en France, ben ils en veulent pas tant, là, pour ne pas le dire qu'ils les veulent pas du tout. C'est rageant, rageant, rageant. Et on va voir toute la révolution en partant de ce camp-là. Et ce qui va amener, entre autres, Hamid à ne pas vouloir parler de cette époque de sa vie parce que il était pas du bon côté, il était du côté des méchants. Et il était pas nécessairement d'accord avec son père, sauf qu'il était trop petit, puis plus tard, il est pas plus d'accord avec son père, mais les gens s'en foutent, là, il est fils de Harki. Ce roman, c'est donc Naïma qui part à la recherche de son passé. C'est très, très bien écrit, mais c'est extrêmement accessible aussi. C'est pas hyper poétique non plus. Il n'y a pas de grandes métaphores qui portent le texte, là. Ça va direct au but, ça dit ce que ça veut dire, ça se lit tout seul, et je trouve qu'elle a vraiment réussi à tisser un portrait de l'Algérie des 50 dernières années, 60. Bon, on s'entend, certaines parties de l'histoire sont traitées a posteriori. Par exemple, la décennie noire, il n'y avait plus personne de la famille qui était là à ce moment-là. En fait, oui, il y en avait, mais il avait perdu contact. Et en plus, ils sont en Kabylie, donc c'était un endroit qui était dangereux dans cette période-là. J'ai donc beaucoup aimé ce roman. Ça parle de traumatisme intergénérationnel, ça parle de l'impact du silence. On voit tellement de tout petits gestes du quotidien qui réussissent à nous faire voir tout ça. Ça donne le goût puis pas d'aller en Algérie. Ça donne le goût d'y aller, mais ça fait un petit peu peur quand même. Mais j'ai définitivement plus aimé que Frapper l'épopée et peut-être même que je vais relire l'autrice. Donc, c'est une réussite. Pour le second, je n'ai pas pu résister. Il y avait plusieurs booktubers anglophones aussi qui l'avaient lu. Il y avait Élise de A Book and a Cup qui l'avait lu et adoré. Mais comme je ne ferai pas de vidéo favori des Québécois avant plus tard dans l'année, ben j'ai décidé de le placer avec celui des Français, vu qu'il faisait partie de la liste de Flowfly. Personne ne va être surpris, j'ai relu Susan Collins, et voilà, et je vous en parle. Mais Flowfly avant. Un texte que je ne pensais pas lire et que je ne pensais pas apprécier et qui pourtant m'a ravi, c'est Lever de soleil sur la mousson, je crois, de... Je sais même plus comment elle s'appelle. C'est le livre qui nous raconte l'histoire de Haymitch. Haymitch, vous savez, c'est cet homme alcoolique dans Hunger Games qui est le chaperon de Katniss. Et on sait donc que, vu qu'il est chaperon, c'est qu'il a déjà gagné lui-même les Hunger Games. Et donc on va nous raconter son histoire. J'ai été totalement replongé dans mes lectures adolescentes où je prends un bouquin et je n'arrive pas à le lâcher de la page 1 à la dernière page. Je suis pris dans cette histoire, je ne sais l'expliquer parce que c'est pas forcément le genre de lecture vers lesquelles j'ai encore un attrait particulier, mais je pense qu'il y a aussi cette notion de retour en enfance, en adolescence qui joue, cet affect, cette émotion de retrouver l'univers et les personnages. On y va donc avec Lever de soleil sur la moisson de Susan Collins, qui est une préquelle à la série Hunger Games. Ce roman-là, il était dans énormément de top. Je sais pas dans quelle vidéo je vais le mettre. Et c'était quand même pas mal sûr que j'allais aimer ça, parce que moi, retourner dans cet univers-là, j'aime ça. On dirait que c'est complètement régressif, même si c'est terrible.
Ce roman-là nous ramène dans le passé. Ce sont les 50e Hunger Games. On se rappelle que ceux de Katniss, c'était les 74e et 75e. Puis Lucy Gray, c'était vraiment avant. Ce sont les jeux de Haymitch. Haymitch qu'on rencontre dans la trilogie Hunger Games, c'est le mentor de Katniss et de Peeta. Dans les Hunger Games, il est alcoolique, il est très cynique, il a énormément souffert et il va pas bien, là. Il va pas bien. Et quand on ouvre ce roman-là, si on a lu la trilogie initiale, on le sait comment ça va finir. Et on dirait que c'est encore plus déchirant. J'ai vraiment aimé cette lecture-là, mais elle pourrait me raconter n'importe quoi que je pense que j'aimerais ça. Entendons-nous, là-dedans, on retrouve tout ce qu'on aimait dans la trilogie Hunger Games. On a une première partie avant, on a les Hunger Games et on a l'après. On le sait qui va les gagner, les Hunger Games, là. Je vais être très très franche, j'ai adoré tous les clins d'œil à la série Hunger Games et à la préquelle sur le président Snow. Ça fait une grosse partie du charme de ce livre-là pour moi. J'ai savouré chaque petite référence. J'aime les références. Je me suis peut-être un petit peu moins attachée aux personnages secondaires que dans la trilogie originale, mais ils sont hyper intéressants. On a le jeune Haymitch dans la pauvreté la plus extrême. Il n'a plus de papa, il s'occupe de sa mère et de son petit frère. Sa mère qui fait du lavage pour tenter de se calmer les nerfs. Il est amoureux de Leonard Dove, qui est une Covey. Et vous allez voir que c'est pas sans lien avec la façon dont il va être choisi. Et rapidement, Haymitch, on se rend compte qu'il ne veut pas jouer le jeu, il veut écrire sa page d'histoire et il ne veut pas se laisser manipuler. Mais bon, il est pris dans cette situation-là. C'est un personnage qui est complexe et ça nous permet de voir pourquoi il est devenu ce qu'il est dans la trilogie Hunger Games. Donc, ça fait tellement de fois que je dis Hunger Games et là, je dois y aller parce que je dois aller souper. On m'attend en bas, ça fait plein de fois que maman vient mettre le nez dans ma porte et ça me déconcentre à chaque fois. Donc, si ma chronique est décousue, c'est pour ça. Mais si vous avez aimé la première trilogie, là, go for it, vous allez aimer ça. C'est pas du copier-coller, mais c'est la même recette, là, clairement. Alors voilà, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi j'aime tant faire cette série de vidéos. J'y trouve des trucs que j'aurais peut-être pas lus et la plupart du temps, j'adore ça. Des fois, il y a des lectures un petit peu plus mitigées, mais de façon générale, c'est des belles découvertes, c'est des belles lectures, des livres desquels je peux discuter avec plein de monde parce qu'il y a d'autres gens qui les ont lus. Encore une fois, pour cette sélection-là, ça a été une réussite. Maintenant, dites-moi tout. Est-ce que c'est ça que vous auriez choisi, vous, dans ces listes-là? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez lues, des choses qui vous tentent? J'attends vos réponses dans les commentaires. J'adore avoir des commentaires. Je suis placoteuse, tu sais. Je suis placoteuse. Puis en fait, vous avez pu voir, là, j'ai vécu un drame pendant le tournage de ce vlog. Il manquait un morceau à mon casse-tête. Genre, ça mettrait un peu de baume sur mon cœur, un petit commentaire. Faites ça pour moi. Si vous ne savez pas quoi dire, mais que vous voulez me faire plaisir, mettez-moi un petit emoji Tour Eiffel ou baguette de pain français parce que je pense que ce sont tous des Français. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, la partager ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Et sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonne lecture et à la prochaine!